Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Mundaneum. Alors, on est ravis d'être en votre compagnie ce soir. On vous remercie d'être là nombreux. Ici, rendez-vous pour se donner ce rendez-vous dans le décor, j'ai envie de dire, mais bien plus qu'un décor, puisque le Mundaneum, ça va vraiment être l'acteur de la soirée d'aujourd'hui, en présence de Laurent Hublet, qu'on remercie aussi de sa présence. Laurent Hublet qui est parmi nous, puisqu'il a sorti ici, alors si je ne me trompe pas, vers le début du mois de mai, l'ouvrage Bruxelles mondiale de Paul Otlet à nos jours, et qui va être vraiment au cœur de la discussion qu'on a voulu assez interactive avec Laurent ce soir. Interactive déjà entre nous, interactive entre vous, donc n'hésitez pas à prendre note si vous avez des petites questions, puisqu'il y aura un temps d'échange après la discussion qu'on va ici organiser pour démarrer la soirée. Je profite de ce petit temps d'introduction déjà pour excuser Fabrice Brion que nous avions annoncé présent à nos côtés, un entrepreneur de la connaissance comme Laurent l'est. Fabrice Brion est retenu en Pologne pour ses obligations professionnelles, donc voilà, simplement un petit mot pour l'excuser. Et nous aurons l'occasion d'échanger également avec Stéphanie Manfroy, qui est ici responsable des archives et qui est spécialiste des archives de Paul Otlet, et donc qui interviendra aussi dans la discussion à un moment donné. Alors, peut-être pour rapidement mettre un petit peu de contexte avant de plonger vraiment dans l'univers de Bruxelles mondiale, parce que ici on est à Mons et puis on va parler beaucoup de Bruxelles, et donc vous allez comprendre pourquoi tout ça se déroule de cette manière-là et dans l'histoire singulière du Mundaneum. On est rentré finalement à l'aube du XXIe siècle dans l'économie du savoir, avec l'informatisation galopante. Et finalement, cette économie du savoir, cette société de la connaissance, elle a des racines, elle a une archéologie, elle a une histoire. Et on va vraiment mettre ceci vraiment au jour ce soir pour plonger dans l'histoire, non pas pour finalement décortiquer, analyser l'histoire, mais essayer d'en tirer des clés de lecture, essayer de comprendre mieux ce qu'on vit aujourd'hui dans nos villes, dans nos pays, dans nos territoires, et de voir un peu comment tout ça peut nous aider à nous projeter et à construire l'avenir. Alors, Laurent, je te présente en quelques bullet points, mais il y aurait énormément de choses à dire sur ton parcours, mais donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc dire d'abord que tu es ingénieur de gestion, philosophe de formation, que tu as cofondé et que tu diriges aujourd'hui Bicentral, qui est ce hub digital, j'en dis pas plus pour le moment, qui est hébergé dans la gare centrale et qui a pour mission de former, mais aussi de développer des entreprises dans le numérique. Alors, tu as travaillé dans le conseil, en stratégie, en investissement dans les startups. Tu as été consultant pour le Boston Consulting Group. J'ai bien potassé mes notes. Tu as aussi aidé notre actuel Premier ministre, mais qui était alors secrétaire d'État à la digitalisation, à mettre en place toute la stratégie Digital Belgium sur pied. Et d'ailleurs, Alexander De Croo était ici en 2017 dans sa tournée digitale. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Tu as créé aussi un programme spécifique d'executive education en management et philosophie qui est suivi par de nombreux dirigeants d'entreprises, managers à Solvay Brussels School. Tu interviens régulièrement comme conférencier, éditorialiste dans différents médias comme l'Echo, la RTBF la première notamment, et ne manquait plus que cette corde à ton arc que d'écrire un livre. Et donc voici Bruxelles mondiale, paru aux éditions La Renaissance du livre, si je ne me trompe. Est-ce que j'oublie des choses essentielles ou je pense qu'on a plus ou moins fait le CV, en tout cas pour donner une idée de ton parcours sur lequel on reviendra évidemment, puisque l'idée c'est vraiment de partir de ton expérience singulière que tu as faite du Mundaneum. Alors, avant de plonger, peut-être on aura 3 grands chapitres dans la discussion. On va d'abord plonger vraiment dans Bruxelles, puisque c'est vraiment finalement l'acteur principal de l'ouvrage. Et donc, je vous invite, je vais vous montrer, vous verrez peut-être ça un petit peu de loin, mais en ouverture du prologue, je pense, Laurent, tu as repris une planche du Mundaneum où il est écrit « Connais-toi, toi-même, connais ta cité, connais ton pays, connais le monde ». Donc ça fait partie des planches, je pense, Encyclopædia Universalis Mundaneum. Alors, peut-être une première question pour toi, Laurent, ce chemin vers la connaissance de soi, il commence à Bruxelles. Donc, est-ce que tu sais un peu nous expliquer, voilà, qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier, ton intention de départ? Absolument. Merci beaucoup Delphine pour cette introduction. Avant de répondre à la question, je voudrais vous dire que je suis vraiment heureux d'être ici. Parce
j'ai eu l'occasion de parler de ce livre depuis quelques semaines à différents endroits, mais je pense que être ici, c'est probablement l'endroit qui me touche le plus, avec une série de personnes qui m'ont beaucoup aidé dans ce trajet, et aussi être entouré des fiches du répertoire bibliographique universel, ça fait quelque chose. Euh, pourquoi cette réflexion? En fait, il y a deux choses qui m'ont guidé à faire ce livre. C'est que c'est pas un secret, j'approche de la quarantaine, j'ai 2 enfants et j'avais envie de leur transmettre quelque chose. Et je me suis dit, j'avais envie de leur transmettre des racines et des ailes, parce que je pense que c'est quand on est bien aligné sur ses racines, qu'on sait d'où on vient, qu'on peut plus facilement déterminer où on va. Et je me suis dit, je vais envie de faire ça pour mes enfants, mais en fait, je vois passer à Bicentral énormément de jeunes ou de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, qui se destinent à faire des métiers dans le numérique. Donc, on est à la fois un lieu d'apprentissage et d'entrepreneuriat, donc on forme à peu près 1200 personnes par an pour devenir des développeurs web, des spécialistes en intelligence artificielle, etc. À Bruxelles et dans d'autres villes du pays, d'ailleurs, on a certaines écoles qui ont un petit peu essaimé, mais voilà, l'essentiel de ce qu'on fait, c'est à Bruxelles. Et j'avais envie aussi de montrer aux entrepreneurs ou aux futurs spécialistes de la technologie qu'il ne faut pas forcément regarder uniquement vers l'étranger, qu'on a aussi des modèles d'inspiration ou des personnes qui ont joué un rôle important dans le développement de la technologie et du monde dans lequel on vit aujourd'hui, et quelque part de raconter cette histoire pour que des choses qui nous paraissent évidentes le soient moins, et aussi pour leur montrer que c'est possible, qu'on peut rêver en grand, qu'on peut faire des choses et que d'autres l'ont fait avant eux et peuvent être une source d'apprentissage, d'inspiration. Et donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission à travers cette démarche que tu as prise de raconter finalement cette histoire. Et tu évoquais par rapport à tes enfants, et d'ailleurs ta fille est là ce soir, c'est la photographe Voilà, attitrée de exactement. son papa. Donc comment ça se caractérise finalement cette démarche-là dans cette optique de transmission? Parce que c'est vraiment ton feu, j'ai l'impression que c'est quand même un feu sacré, la transmission dans ton parcours. Et tu peux peut-être nous expliquer un peu à travers ton parcours, ben voilà, en quoi ça c'est important, effectivement. Oui, moi j'ai eu la chance de grandir à Bruxelles et d'aller dans des écoles où on m'a donné l'envie du savoir, donné le goût du savoir. Et je trouve que ce goût du savoir, c'est ce qui peut nous rapprocher. Et comme je le raconte dans le livre, moi j'ai découvert l'histoire de Paul Otlet très très tard. Beaucoup trop tard d'ailleurs. Et j'en ai été surpris, voire même un peu honteux. Et une des choses qui m'a le plus touché dans cette histoire, c'est cette profonde conviction que la connaissance, le savoir, c'est quelque chose qui nous rassemble et qui peut nous aider à faire société et à faire société de manière pacifique, de manière émancipatrice. Et ça, c'est une conviction que moi j'ai profondément, et je pense que qui m'ont été transmises. J'ai eu un instituteur en 5e, 6e primaire qui a vraiment joué un rôle très important dans mon développement. J'ai eu un prof de philo qui m'a donné le goût de la philo, et je reste convaincu que les transmetteurs de savoir, qui sont si souvent des transmetteurs de passion, ils jouent un rôle fondamental dans les parcours personnels, mais aussi dans le développement d'une société harmonieuse. Alors, peut-être avant d'aller plus loin, peut-être pour questionner justement cette réflexion que tu as eue sur Bruxelles, et ce serait peut-être intéressant parce que peut-être que tout un chacun ne connaît peut-être pas véritablement l'histoire du Mundaneum, en tout cas cette histoire que tu racontes du Palais Mondial. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous livrer voilà, le fruit de tes explorations pour décrire cette aventure de la connaissance à Bruxelles qui commence en 1895, un peu Ouais. avant? Oui, donc c'est une histoire qui commence à la fin du 19e siècle, que moi j'ai découvert au fil de ces dernières années, euh, et que j'ai eu envie de remonter, et en même temps j'ai eu envie de remonter le fil de mon histoire familiale, parce que j'ai eu une arrière-grand-mère qui était institutrice, qui a été une de mes principales transmetteuses de savoir. Et c'était une figure qui était toujours là un peu dans ma tête, et je me suis dit à un moment donné, je voudrais creuser
ce qu'elle m'a transmis. Et puis en même temps, en fait, que j'étais dans cette démarche, j'ai j'ai eu envie de creuser cette histoire du Palais Mondial. Et je me suis en fait rendu compte que entre la trajectoire de Paul Hotelet, des cofondateurs du Palais Mondial, c'était à peu près à la même époque que mon arrière-arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, mais dont j'avais un souvenir très précis, qui était qu'il y avait son buste dans le salon de mon arrière-grand-mère. Et elle est morte quand j'avais 13 ans, donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle, et j'avais vraiment ce souvenir de ce buste. Et je me suis dit, en fait, ça peut être la porte d'entrée vers cette époque, parce que j'avais envie de pouvoir m'immerger dedans de manière subjective. Et le livre que j'ai fait, ce n'est pas c'est pas un travail universitaire, c'est pas un travail scientifique, c'est une histoire subjective. Et je l'assume tout à fait, parce que j'avais envie d'essayer de me mettre le plus possible dans la tête ou dans les pieds des héros. Et donc, une des manières que j'ai utilisées, c'est que j'ai fait parler ma grand-mère, qui a 93 ans aujourd'hui, et qui a connu un peu certaines de ces périodes. Donc c'est un récit subjectif qui raconte à la fois une ville, Bruxelles, et puis l'histoire des fondateurs du Palais Mondial et l'histoire de mon arrière-arrière-grand-père. Et ces deux trajectoires ils ont vécu vraiment à peu près exactement les mêmes années, à peu près aux mêmes endroits, probablement sans se croiser, parce que ces mondes ne se mélangeaient pas à l'époque, et deux trajectoires avec beaucoup de similitudes et aussi beaucoup de différences. Et donc l'histoire du Palais Mondial, telle que moi je la vois, c'est vraiment une histoire d'entrepreneur. C'est un projet entrepreneurial de 3 personnes qui se découvrent. Pour Paul Hotelet, il a début de la vingtaine, Henri Lafontaine plutôt fin de la trentaine, début de la quarantaine. Ils se découvrent une passion commune et une envie de faire quelque chose ensemble, ce qui est fondamentalement la base de l'entrepreneuriat. Et comme je vois plein d'entrepreneurs tous les jours, c'est quelque chose qui m'avait frappé, c'est que forcément quand on voit l'histoire 120 ans après, les millions de fiches, le prix Nobel de La Fontaine, etc., on a l'impression que c'est une histoire avec un grand H. Mais en fait, les débuts du Palais Mondial, c'est une histoire entrepreneuriale, comme il y en a encore des centaines et des centaines aujourd'hui, c'est-à-dire des individus qui se retrouvent dans une même passion, qui se disent, voilà, on a cette problématique, on a cette envie, et on va essayer de le résoudre ensemble. Et dans ce cas-ci, la problématique, c'était comment est-ce qu'on peut donner accès à des décisions juridiques et comment est-ce qu'on peut mettre en place un dispositif d'accès à la connaissance, qui était une question qui existe en philo depuis la philosophie grecque, d'ailleurs, c'est pas nouveau, mais où il y avait déjà eu des développements technologiques qui faisaient que il y avait des possibilités. Et donc, c'est une histoire qui commence vers 1895, à un moment où Bruxelles est un creuset intellectuel, donc tout ça se passe à proximité de l'Institut Solvay, avec indirectement aussi du financement d'ailleurs de Solvay. Et ça se passe à un moment où tout est possible à Bruxelles. Et donc Hotelet est le fils d'un riche producteur de tramway, concepteur de tramway. Donc il est aussi dans un environnement finalement très entrepreneurial. Mais grâce à Stéphanie, ce que j'ai pu découvrir, c'était ses écrits de jeunesse. Et c'est ça qui m'intéressait le plus en fait. C'était de comprendre ce qui l'a amené à ce projet-là, qui est un projet, c'est phénoménal. Avoir pensé quelque chose comme ça et l'avoir fait, c'est quand même, c'est absolument inouï. Et donc moi, j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi le contexte qu'est-ce qu'il pouvait expliquer dans le contexte qu'il avait fait ça, mais aussi de comprendre sa démarche personnelle. Et ces lettres de jeunesse sont absolument phénoménales. Et justement, donc, pour arriver à rentrer dans cet univers, enfin, tu t'es vraiment mis dans les,
je veux dire, dans les chaussures de Paul Hotelet. Et donc, il y a vraiment eu une démarche aussi physique. Tu t'es rendu sur des lieux, quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, on suit vraiment un peu comme pas un road movie, mais un road trip pour redécouvrir un petit peu cette histoire assez fabuleuse. Et tu vas tu parlais de la jeunesse de Paul Hotelet, jusqu'à l'île du Levant, qui se situe dans la mer Méditerranée. Oui. Tu sais expliquer peut-être cette petite anecdote qui fait qu'un jour de novembre, tu arrives Oui, sur tout l'île à du fait. Levant. Donc effectivement, je me suis retrouvé, je devais aller donner une conférence à Marseille, et donc j'en ai profité pour prendre une journée de plus pour aller jusqu'à l'île du Levant, ce qui était, oh, il faisait tout à fait ignoble, c'était tempête, donc on a toujours la vision de la Méditerranée qui est bien calme, il y a des jours où elle ne l'est pas. Mais donc en fait, le père de Paul Hotelet avait acheté une île en Méditerranée, donc près de Hyères, près du fort de Brégançon, où les présidents français ont leur résidence d'été. Donc il avait acheté une île là pour, euh, pour les séjours estivaux. Donc Léopold II avait acheté une villa. Édouard Hotelet, lui, il avait carrément acheté une île, mais qui était un ancien colonie pénitentiaire qui avait accueilli des prisonniers très très jeunes, qui avait été fermé puisqu'il y avait eu une mutinerie, etc. Donc c'était pas non plus un endroit de rêve, je pense, à l'époque. En tout cas, quand on voit les photos, c'était assez. Et donc, en fait, Paul Hotelet est allé là vers ses 14-15 ans, parce qu'il avait un plus jeune frère qui était un peu malade. Et donc, ils ont passé un peu plus de 6 mois là-bas. Et en fait, c'est là qu'il a commencé à écrire, en tout cas ses premiers écrits. Il raconte un peu ses réflexions sur l'île du Levant, et son premier livre, d'ailleurs, s'appelle L'île du Levant. Et donc en fait c'est sur les pentes de cette île qu'il a forgé ses premières réflexions où on voit il voulait créer une société des connaissances utiles. Donc et en même temps il voulait aussi créer une station balnéaire pour les Anglais qui viendraient là. Donc il y avait un aspect très entrepreneurial, mais déjà avec cette réflexion de je veux pas juste faire un truc pour gagner de l'argent comme mon père, je veux faire quelque chose qui soit autour de la connaissance et qui soit utile autour de moi. Donc il a fait ses statuts de la Société des connaissances utiles à 14 ans. Donc je trouve que c'est extrêmement touchant, mais ça dit beaucoup aussi de la profondeur de ce projet qui va l'animer après pendant 60 ans. Et alors, bon, pour l'anecdote, donc l'île du Levant aujourd'hui c'est une base militaire française, ça l'est toujours, pour plus de 90% de l'île, et l'autre partie c'est une zone naturiste. Au mois de novembre, on est plus habillé, mais donc l'été c'est apparemment le plus grand domaine naturiste de France. Pour la petite anecdote. Donc, on reviendra après sur ton parcours où tu es allé aussi au cimetière d'Ixelles pour voir, il y a la tombe de Paul Hotelet, il y a le cinquantenaire qui est évidemment, qui a été l'endroit qui a hébergé le Mundaneum des années 10 jusqu'aux les années 30, quelque chose comme ça. Donc ça, on y reviendra, mais tu évoquais en introduction de l'échange cet étonnement que tu avais eu par rapport au fait que tu n'apprenais l'existence de ce projet faramineux d'Hotelet dès La Fontaine que tardivement. Et si on revient finalement à Bruxelles, Bruxelles c'est une ville qui a quand même, il n'y a aucune trace du Mundaneum aujourd'hui à Bruxelles. Donc il y a vraiment quelque part une sorte de tabula rasa, d'oubli, de mécanique comme ça qui s'est mise en place, et tu l'expliques bien dans le livre. Est-ce que tu sais un peu développer cette thématique de l'oubli? Que dit finalement de nous ce qu'on choisit entre guillemets de célébrer, et puis on va pas dire ce qu'on choisit d'oublier, mais ce qu'on oublie par la force des choses? Oui, et en fait, l'histoire que je raconte, c'est à la fois l'histoire du Palais Mondial et l'histoire de l'oubli du Palais Mondial. Et je pense que les deux histoires, en fait, elles sont en parallèle, avec un paradoxe absolu, qui est que le désir d'Hotelet et de Léonie Henri de La Fontaine, c'était de faire une machine à ne pas oublier, qui elle-même a été complètement oubliée. Donc il y a là un paradoxe si interpellant. Et effectivement, alors moi j'ai été à l'école secondaire dans le parc Léopold. Et ma grand-mère y avait été aussi, et elle habitait là à côté, et donc le Palais Mondial a été pendant plusieurs décennies au parc Léopold. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Aucune trace. Il n'y a rien. Si vous allez au cinquantenaire, je vous mets au défi de trouver la moindre mention du Palais Mondial quelque part au cinquantenaire. Il est effectivement caché sur le site web de l'Auto World, c'est le seul endroit où j'ai trouvé
à quelque chose. Mais il y a pas une plaquette, il n'y a pas, euh, il y a pas de traces. Et pour moi, ce qui est paradoxal, c'est que on vit aujourd'hui dans un monde numérique où, en tout cas, ma conviction, c'est que le monde physique et le monde numérique vont ensemble. Et que parfois, il y a cette idée qu'il y aurait un monde numérique d'un côté et puis le monde physique de l'autre. Et ça vit aux États-Unis, ou en tout cas dans le monde de la technologie, que par ouais, bon, toutes ces questions du monde physique et tout, mettons ça de côté. Et ce que je trouve d'intéressant aussi dans le projet du Palais Mondial, c'est que ce n'était pas qu'un projet intellectuel, c'était une réalité physique. C'est un lieu qui a existé, qui avait une taille tout à fait considérable. Et, euh, et Paul Hotelet, Stéphanie m'avait proposé le terme entrepreneur de la connaissance. Moi, j'adore ce terme parce que il y a aussi le entrepreneur au sens premier du terme, celui qui construit des bâtiments. Paul Hotelet a construit un magnifique hôtel, enfin il a fait construire, mais il était impliqué dans la conception d'un magnifique hôtel de maître à Bruxelles. Évidemment le Palais Mondial, il a fait des plans de cité mondiale, il a fait une ville nouvelle à West End. Donc pour lui, le monde physique et le monde de la connaissance ou le monde intellectuel, ça allait ensemble. Et c'est pour ça que pour moi, il y a aussi un plaidoyer pour que Bruxelles remette en avant cette histoire, parce que euh, le monde physique et ses grands projets, ils vont ensemble. Et donc, cette ville a besoin de se réapproprier des racines comme celle-là, parce que c'est parce qu'il y a eu des projets comme ceux-là que la ville est devenue ce qu'elle est. Et donc, c'est important d'avoir des traces physiques. Et c'est effectivement... voilà, après, il y a probablement plein de raisons qui font que ce projet a été invisibilisé à Bruxelles. Mais j'espère que ce sera réparé. Mais en termes de, finalement, par rapport à leur vision, quand on explore un petit peu ce qu'ils ont laissé, donc cette côté l'universalité des connaissances, le partage, ce côté ben, ville-monde. Bruxelles est d'une certaine manière devenue ça. Enfin, ça s'est un petit peu concrétisé. En quoi quelque part leur vision, ben, aujourd'hui, elle s'est concrétisée de manière voilà assez tangible, assez visible. Et qu'est-ce qui manquerait justement pour pouvoir ben, rendre cette histoire-là de nouveau présente à Bruxelles? Oui, bah, le Palais Mondial a été au cinquantenaire, de la fin des années 10 à 41, et puis il a été au Parc Léopold jusqu'à la fin des années 60, début des années 70. Bah, si vous regardez ces deux lieux, c'est l'un et l'autre quelques centaines de mètres du siège de la Commission européenne aujourd'hui, où se discute, il y a encore eu cette semaine un Data Act, donc on discute de bonne gouvernance de la technologie, etc. Donc on discute vraiment du type de sujet Complètement. dont Paul Hotelet voulait discuter. Et c'est vraiment à quelques centaines de mètres. Alors on peut dire que c'est une coïncidence. Moi, je ne crois pas que ce soit une coïncidence. C'est parce qu'il y a eu des projets comme le Palais Mondial et d'autres que Bruxelles est devenue une ville monde comme elle l'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous vous baladez au cinquantenaire, vous allez il y a une guinguette maintenant au cinquantenaire, on parle toutes les langues. Et donc, par rapport au projet de cité mondiale, alors Bruxelles n'est pas devenue exactement la cité mondiale telle qu'imaginée par Hotelet, parce que c'était très organisé, très propre, très un petit côté brasilia. Bon, Bruxelles, c'est pas ça. Mais par contre, il y a cette multiplicité de cultures, d'origines qui cohabitent pacifiquement. Et en ça, ce projet est quelque part, c'est une histoire qui a été oubliée, mais qui est très contemporaine. Et donc, c'est un projet aussi qu'on peut s'approprier. Je disais à Delphine, j'ai fait une discussion avec un rappeur assez connu qui a dit dans la discussion, oui, en fait, moi, je sens plus de points communs avec Paul Hotelet qu'avec Patrice Lumumba. Et il est originaire du Congo, donc je trouve que dire cette phrase, c'est quand même, ça veut dire beaucoup, mais je crois que c'est aussi parce que Hotelet a osé remettre en cause le colonialisme au cinquantenaire à la fin des années 20,
porter des combats féministes à une époque où ça n'allait pas de soi. Donc c'est un projet qui était à la fois précurseur sur le volet technologique, évidemment, mais aussi sur une évolution plus globale de la société et qui fait que on n'est pas obligé de tordre complètement le cou au projet pour se l'approprier aujourd'hui. Alors, il y a quand même une réalité sociologique, enfin quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre depuis que tu as publié ton livre. Enfin, tu es sur beaucoup de scènes, à donner des conférences, beaucoup dans les médias, à parler beaucoup de cette histoire, à revenir finalement, et en faisant ce lien entre Bruxelles hier, Bruxelles aujourd'hui, toute la signification que ça peut avoir, et en termes aussi de sources d'inspiration. Comment tu sens finalement que cet esprit vit encore, ou est-ce que tu as pu justement dans le cadre de la rencontre à Mérode, où tu as été en contact avec de la jeune génération, pour la plupart des générations qui ne sont peut-être pas natives ou en tout cas immigrées, et qui après doivent faire leur place finalement à Bruxelles, et en quoi cet esprit entrepreneurial est quelque part combatif, il s'exprime aussi au contact de cette histoire finalement, où il y a une nouvelle réalité qui émerge là quelque part à la rencontre des deux. Oui, alors je pense que cet esprit entrepreneurial, il existe et il n'existe d'ailleurs pas qu'à Bruxelles. Voilà. On aurait pu en discuter avec Fabrice aussi. Je pense que c'est quelque chose euh, qui, qui existe un petit peu partout, mais où justement, euh, c'est bien qu'on ait des figures pour montrer que ça ne vient pas de nulle part. On n'est pas obligé de regarder vers Bill Gates ou Elon Musk ou Mark Zuckerberg. On a eu des figures entrepreneuriales. Mais je crois que c'est aussi ces figures-là, elles peuvent nous inspirer pour se dire qu'est-ce qu'on veut faire de la technologie demain. Parce que aujourd'hui, les technologies numériques, faut pas se le cacher, elles sont très américaines. Et d'ailleurs, c'est frappant, Paul Otlet est assez connu aux États-Unis. Alex Wright a fait un livre sur lui, qui est le patron de Google News aujourd'hui. Donc, il y a finalement ce personnage aux États-Unis est au moins aussi, si pas plus connu qu'ici. Mais par contre, en termes de figure entrepreneuriale, je trouve que Paul Otlet, il y a un aspect très européen de se dire mais à quoi on va utiliser cette technologie, quel est le but, et ce n'est pas uniquement un but de maximisation du profit. Et aujourd'hui, d'un point de vue technologique, on est vraiment à la croisée des chemins, parce qu'on a eu le développement du web. D'abord, ça a été un web extrêmement, qui était scientifique, qui s'est ouvert dans une vague très commerciale dans les années 2010. Mais aujourd'hui, quelque part, le rêve utopiste du web, d'accès universel, vous n'avez pas accès à ce qui se passe sur le web en Chine et dans toute une série d'autres pays. Donc, on se rend compte des limitations. Et puis surtout, on se rend compte aussi que il y a aujourd'hui un web ultra commercial, avec du coup des comportements de prédation par rapport à l'intimité, etc. Et un web, ça c'est au niveau américain, et au niveau chinois, un régime totalitaire qui utilise ces technologies à des fins de surveillance, etc. Et donc nous, Européens, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à ce qu'on se dise quel genre de technologie numérique nous voulons ici dans les 10-15 prochaines années. Et en ça, pour moi, le Palais mondial, le Mundaneum, est une formidable ressource et un formidable exemple pour montrer que il y a toute une réflexion autour de la gouvernance. À quoi on va l'utiliser, comment on va l'utiliser, qui décide de tout ça. Et en fait, tout ça se passe aujourd'hui à Bruxelles. Les grandes discussions autour de la gouvernance technologique, elles ne se passent pas aux États-Unis. En Chine, elles sont imposées, mais là où il y a des vraies discussions, des vrais débats, c'est aujourd'hui à Bruxelles. Tout ce qui se passe autour de AI Act, par exemple, toute la régulation de l'intelligence artificielle, c'est en discussion pour le moment à Bruxelles. Et donc, il y a je crois, une vraie modernité de ce projet. Tout à fait. Et donc, chez Bicentral, tu as l'occasion de croiser quand même pas mal d'invités prestigieux, internationaux, qui viennent visiter, parce que c'est un concept assez unique, hein, un hub digital au cœur de l'Europe. Et tu
publié il n'y a pas longtemps ta rencontre avec le fondateur de OpenAI, si je ne me trompe, ChatGPT, son nom Sam m'échappe, mais Altman, ouais. voilà. Et donc, il y a aussi la possibilité aussi d'avoir publié ce livre et donc venir avec ses idées, de pouvoir finalement en parler aussi à ce type d'interlocuteur. Et tu disais que finalement, ce monsieur avait eu vent de ces idées de Paul Hotelet, du Mundaneum. Ouais, je lui ai parlé brièvement du Palais Mondial. Alors, il m'a dit qu'il connaissait l'histoire. Mhm. Donc je sais pas si c'était juste pour être poli ou si c'était effectivement le cas. Mais en tout cas, il avait l'air d'être au courant. Et je crois que effectivement, par rapport à notre positionnement en tant que capitale européenne et en tant qu'Europe, il y a un vrai c'est important qu'on ait des histoires comme celle-là, de la même manière qu'on a Robert Caillot et Tim Berners-Lee au CERN, qui sont les authentiques inventeurs Web. du web, alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout cette histoire-là qui est racontée. C'est important qu'on dise ça, c'est important qu'on revendique ses racines, Mhm. à la fois pour des acteurs étrangers, mais surtout pour les jeunes qui ont envie de lancer des projets entrepreneuriaux ici. Parce que c'est un peu dommage quelque part cette idée qu'il faudrait nécessairement aller à la Silicon Valley pour être un entrepreneur de l'information. Mhm. Parce que tout ça aurait été inventé là-bas et tout vient toujours de là-bas. Mais c'est pas vrai. Bruxelles avait de l'avance il se passait rien à la Silicon Valley en 1895 quand tout ça a émergé ici. Donc voilà, appel notamment aux réalisateurs de films, pourquoi pas faire un film sur cette histoire. On a eu The Imitation Game qui parlait de l'histoire de Alan Turing, le père de l'intelligence artificielle, hein, de l'ordinateur. Donc pourquoi pas alors un film grand public qui replace finalement cette histoire voilà, sous les spotlights. Alors, en deuxième étape, peut-être, ce qui nous intéressait aussi d'entendre, c'était ton parcours, puisque tu n'es pas historien, tu n'es pas à la base chercheur ou documentaliste, et donc ton parcours pour arriver finalement à écrire cette histoire, à te plonger finalement dans toutes ces archives et comment tu as été guidé pour le faire. J'invite Stéphanie Manfroy à nous rejoindre pour un petit peu expliquer aussi comment l'accompagnement s'est passé, puisque le rôle des archivistes qui accueille vraiment beaucoup de chercheurs, voilà, qui ont leur projet singulier. Le rôle des archivistes pour les guider dans ce dédale, il n'est pas des moindres. Donc, Stéphanie, si tu sais peut-être nous expliquer, déjà bienvenue sur scène et bonsoir, et de nous expliquer comment ça se passe. Alors peut-être de manière générale, et puis comment ça s'est passé. Est-ce que Laurent a été, entre guillemets, un bon candidat, un bon élève? En fait, Laurent est venu au Mundaneum à la salle de lecture à l'invitation, je pense, je ne sais pas si je me souviens bien, mais de Delphine Genard. Ah bon? J'ai un trouble de la personnalité. Voilà, donc c'est marrant de se retrouver ici à trois dans fait. cette présentation et l'aboutissement d'un projet de longue haleine quand même. Et donc comment on accueille les chercheurs en salle de lecture et quand on a un projet singulier, comment fait-on? On essaye de laisser à chacun le chemin qu'il a envie de faire. Et donc moi, ça m'a particulièrement frappé que d'accueillir Laurent Hublet qui mentionne nos rencontres avec des adjectifs assez drôles. Moi, j'ai rigolé rien qu'en lisant ces petits extraits. D'ailleurs, je lance une petite œillade à ma directrice parce qu'on a rigolé aussi quand elle a lu certains de ces passages. Et donc, j'avais un regard perplexe. Et donc, en fait, c'est vrai que je ne sais pas, chacun mène sa recherche. Et donc, faire une recherche dans les papiers de Paul Hotelet, c'est entrer un peu dans l'univers intime de cet individu. Et donc, comme le signalait Laurent Hublet, il a regardé les journaux intimes. Parce qu'en fait, c'est intéressant de voir effectivement ce que Paul Hotelet a pu écrire quand il était jeune. En tout cas, on peut croire qu'il était jeune. C'est pas sûr, il a peut-être réécrit certaines parties. Je le soupçonne en tout cas d'avoir été un petit peu qu'il a réécrit un peu cette histoire en tout cas. Et donc, c'est regarder aussi toutes les publications que Paul Hotelet a pu faire. C'est essayer d'appréhender son écriture parce que finalement, on est là, on parle, on a un magnifique livre là pour expliquer le travail de découverte de Paul Hotelet, la promotion d'une ville et de son sens et de tout ce qu'elle peut apporter, de tout l'espoir qu'elle peut donner. Paul Hotelet, lire son écriture, c'est pas facile. Il faut presque
quand même. Et quand il est jeune, ben voilà, il écrit peut-être un peu plus facilement, mais voilà. Donc, aller dans les archives, c'est faire un effort. C'est pas uniquement regarder des documents imprimés. C'est essayer de s'imprégner de ce que l'individu a voulu faire. Donc, ça a commencé par les journaux intimes. Et je pense aussi avoir montré les différentes épreuves du testament que Paul Otlet voulait laisser. Parce que c'est très bien de commencer par le début, l'intention générale, et de voir finalement à quoi il voulait destiner le travail qu'il a effectué tout au long de sa vie. Parce qu'effectivement, il a cru qu'il y avait une vie, une postérité après son décès et qu'on allait s'emparer des documents qu'il avait pu... enfin, en tout cas de l'initiative qu'il avait pu créer, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir l'étudier et qu'elle allait avoir un futur grâce à des gens qui allaient mieux le comprendre. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Oui, oui, tout à fait. Et donc c'est vrai qu'on en parlait ici en préparant un petit peu la rencontre. Vous accueillez quand même ici au Mundaneum tout type de profil. Ça peut être des historiens, des chercheurs, comme on l'a dit, qui ont un profil très scientifique, des entrepreneurs comme Laurent, des artistes. Donc peut-être avoir un peu une idée de qui consulte ces archives et aussi leur provenance, parce que c'est un truc qu'on sait assez peu, c'est par rapport à ces archives, elles sont vivantes pour une communauté internationale de chercheurs. On vient du Japon, on vient d'Australie, on vient... Donc voilà, c'est peut-être intéressant de connaître un peu les dessous, les coulisses. Alors, les coulisses du centre d'archives, c'est d'abord peut-être rappeler qu'on a 6 km d'archives. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas intervenir ici sans rappeler ça. Et qu'effectivement, on a les papiers personnels de Paul Otlet, d'Henri Lafontaine et de Léonie Lafontaine, bien entendu, et que tous ces éléments, enfin, tout ce patrimoine qui n'est pas que constitué du répertoire bibliographique universel que vous avez autour de vous, il est aussi constitué des différentes collections qui ont été initiées par Paul Otlet, mais ça vous allez le revoir dans le parcours permanent. Et donc ces archives ont aussi trait à certaines valeurs qui ont été défendues au sein de cette institution, comme le pacifisme, parce que c'était un laboratoire de la paix par la connaissance. Il y avait aussi deux autres notions très importantes qui distinguent le centre d'archives privé dans ses différentes valeurs et dans la volonté de construire aussi une cité utopique, certes. C'est à la fois le féminisme et l'anarchisme. Et donc, peut-être que d'un point de vue historique européen, on rejette quelquefois l'anarchisme, mais c'est vachement important quand même de se pencher sur ces différentes archives et d'aller aux prémices de tous les documents qui peuvent exister. En tout cas, le Mundaneum le permet. Donc, quel est le panorama des chercheurs qui viennent au Mundaneum? Il est vaste. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Et on est 3 archivistes à pouvoir accueillir les chercheurs ici. Et en plus, oui, il y a toute une section iconographique. Il y a une section aussi liée à la presse qui est fort importante. Et pour pouvoir, normalement, se frayer un chemin, on travaille à partir d'un catalogue en ligne. Et donc, par rapport aux archives Paul Otlet, ce qui est un peu singulier, c'est comme il n'y a pas d'inventaire et que ça fait longtemps que je travaille dessus, mais qu'il n'est pas encore là, j'ai le privilège d'accueillir les chercheurs et de les guider dans ces découvertes. On a parlé tout à l'heure de Alex Wright qui avait publié son livre Cataloging the World. Je vous le montre du coup, parce que finalement, on avait un peu l'impression que le Mundaneum, c'était une histoire américaine, et donc c'est chouette quand même qu'un Belge puisse vulgariser ça aussi. On avait une autre histoire qui a été publiée. Là aussi, c'est une rencontre. C'est Françoise Lévy qui a publié en 2002, qui a sorti son film, L'homme qui voulait classer le monde. Là, j'ai le petit DVD, mais qui a sorti en 2006 la version roman de son travail, parce qu'elle était véritablement tombée amoureuse de Paul Otlet. Donc les chercheurs, on les accueille quel que soit le prisme qu'ils ont, parce que c'est eux qui sont, qu'ils soient académiques ou pas, c'est eux qui sont à la maîtrise de leurs propos. Et donc, on essaye de les aider et de les soutenir dans leur travail avec tout l'enthousiasme que l'on peut avoir, avec toutes les connaissances qu'on peut avoir. Et donc, on a par exemple aussi un chercheur, et je m'en voudrais de ne pas le citer, c'est Boyd Reward, qui vient ici depuis, je pense, 1999. À Mons. À Mons, oui, mais qui est à Bruxelles, évidemment bien avant. En 72, je crois, à dans Bruxelles. Les années 60. 64, en fait. Et donc, il a été accueilli par les condisciples de Paul Otlet, c'est-à-dire Georges Lorfèvre et André Collet. Et donc, il y a toute une histoire, tout un fil qu'on retisse. Et quelles que soient les connaissances des chercheurs, on essaye chaque fois donc de les soutenir. Alors, j'ai une petite anecdote, si je peux me permettre, d'un chercheur allemand qui, les derniers moments, je crois que c'était en février 2020, qui vient au Mundaneum chercher des documents sur l'histoire
de l'architecture, et puis il a une bourse au Japon, et donc il passe au Mundaneum parce qu'il veut faire quelques recherches. Et il me pose cette question, dites, c'est bien Le Corbusier qui a inspiré à Hotelet cette histoire de palais mondial et de collection, etc. Je lui dis, mais enfin, je crois que c'est l'inverse. Et donc, c'est intéressant de voir que finalement, Le Corbusier, cet architecte formidable qui est connu de par le monde, il a promu certaines idées au contact aussi de Paul Hotelet, et que dans l'imaginaire des chercheurs très précis, eh bien finalement il y a cette erreur en tout cas qui est commise, et c'est toujours intéressant finalement d'essayer de dire je suis pas sûr que ce soit exactement ça, si vous voulez je vous montre quelques documents, ce sera vraiment intéressant. Et donc la communauté des chercheurs autour de Paul Hotelet, elle est à la fois européenne, il y a différentes traditions, il y a une tradition un peu anglo-saxonne, il y a une tradition que je dirais latine, avec l'Italie, l'Espagne, mais aussi l'Amérique du Sud, où on a une communauté hotletienne, là vraiment on a beaucoup de fans, et qui organise des conférences sur l'art de la bibliographie. Et donc je me suis interrompue moi-même, ça c'est fort, et j'ai pas parlé de Boyd Reward, et donc qui vient depuis longtemps, mais qui va venir faire un dernier passage ici en août, et qui a donc mis en avant le travail de Paul Hotelet à travers une publication sur l'histoire de la bibliographie, qui a été publiée par la Fédération internationale de documentation. Et petit clin d'œil, finalement, c'est à travers cette association qui est devenue l'IFLA, en fait, en partie, que Boyd Reward viendra nous rendre visite. Et c'est quelqu'un qui a porté véritablement l'histoire du Mundaneum à travers le temps, et qui a, avec beaucoup d'énergie, défendu cette histoire, et il a essayé de promouvoir cette idée selon laquelle le Mundaneum, c'était presque une histoire du web, à une époque où personne ne connaissait le web, et donc lui aussi, il a dû un peu batailler pour bien faire connaître l'histoire qu'il avait découverte. Et c'est vraiment un privilège que de l'avoir rencontré et de voir qu'il a pu s'aimer, et faire en sorte qu'il y ait d'autres chercheurs qui soient venus, et là, enfin qui se soient penchés sur cette histoire, et notamment aussi Wouter Van Acker, mais ça c'est une autre histoire. Quel âge a-t-il, Boyd, aujourd'hui ? Écoute, il a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. 80 bien tapé. J'ai oublié. Et donc, il a je pense. 82, 83. Voilà. Et juste, je ne sais pas si on l'a précisé, mais Boyd, il vient chaque année de Sydney, et il a publié sa thèse dans les années 70 à Moscou. Donc, en fait, c'est une histoire belge. C'est vraiment un pionnier qui se fait redécouvrir par un étudiant australien qui publie une thèse à Moscou. Donc, ça, c'est quand même vraiment Australien qui est arrivé fabuleux. à Chicago pour faire son travail, et puis il arrive en Belgique pour faire sa thèse. C'est quand même waouh. Le monde est un village, n'est-ce pas, Laurent ? Absolument. Et peut-être me retourner vers toi pour voir un peu comment a été ce processus. Ça n'a pas été trop douloureux de rentrer dans les archives quand on n'a pas l'habitude comme ça, de voir quelque part s'habituer aussi aux pattes de mouche d'Hotelet, enfin bon, rentrer dans des corpus pour finalement, quand c'est pas son métier, finalement, c'est quelque chose d'un peu Moi, je faisais ça en complexe. dehors de mon boulot, donc c'était des moments. J'adorais ça, Ouais. de pouvoir prendre une journée de congé et de venir ici, ou quelques heures, pas toujours une journée. Moi, je trouve que c'est extrêmement émouvant. Moi, j'ai vu qu'une très petite partie de l'ensemble des archives, mais j'ai trouvé que, effectivement, le fait de retourner vers les documents, et en particulier des écrits de jeunesse et les testaments, ça permet le lien direct avec le projet. Après, moi, je voulais essayer de mélanger un petit peu. Je ne voulais pas rester que sur les documents. Les lieux, pour moi, étaient aussi très importants. C'est pour ça que, par exemple, je voulais aller sur sa tombe, parce que sa tombe dit beaucoup aussi de sa démarche. Où j'ai pu visiter l'hôtel Hotelet, et ces lieux-là, en fait, aussi, quelque part, son œuvre, c'est ce qu'il a écrit, mais c'est aussi des lieux qu'il a forgés ou qu'il a contribué à forger. Et donc c'est pour ça que je voulais essayer de mélanger un petit peu, et puis aussi d'avoir ce regard un peu subjectif. J'ai eu vraiment des très longues discussions avec ma grand-mère pour remonter aussi un peu de ce fil personnel. Parce que moi, un des livres qui m'a beaucoup inspiré, c'est Retour à Lemberg de Philippe Sands, qui est un livre aussi qui est un récit et moi je voulais prendre ce format du récit, c'est-à-dire d'avoir une histoire avec un grand H, et puis des éléments aussi plus d'histoire personnelle pour rendre ça accessible au plus grand nombre. Parce que
moi, ça faisait un petit temps que je dis, j'avais envie de faire quelque chose sur Pelotelet, mais j'avais envie de contribuer, d'avoir un impact qui soit différent de ce que d'autres ont pu faire. Wouter van Acker a fait une thèse en architecture qui est absolument remarquable, mais j'ai eu le bonheur de la lire, mais je ne suis pas architecte, je n'aurais rien amené de plus. Et je me suis dit, en fait, moi, ce qui me frappait, c'est ouais, je m'intéresse à Pelotelet, et à chaque fois que je disais ça, j'avais vraiment un regard d'étonnement en face de moi. C'est qui? Et donc je me suis dit, peut-être que là où je peux être utile, c'est vraiment de le faire connaître au plus grand nombre. Et donc de le rendre accessible. Et en ça, je me suis dit, ben, le récit, c'est probablement le moyen de rendre cette histoire plus accessible qu'un travail qui serait plus académique et où effectivement il y a déjà beaucoup de chercheurs qui le font. Donc moi, mon objectif, c'était que ça puisse parler à un maximum de personnes pour qu'on se le réapproprie aujourd'hui. Et quelque part, cette démarche-là, elle résonne vraiment avec, alors je ne sais pas si c'est dans le trait des documentations ou sur une des planches qu'on retrouve dans les archives, où on voit la documentation pour l'action. Et quelque part, ici c'est peut-être le récit pour l'action, quand on lit Bruxelles mondiale, où on lit vraiment des passages où clairement on a envie de te suivre dans ce wake-up call ou ce call to action, de dire, voilà, aujourd'hui il faut se réveiller. D'ailleurs, c'est assez saisissant de lire je pense enfin pas l'introduction, mais comment on dit, l'épilogue pas l'épilogue, Préface. Prologue, la préface par Béatrice Delvaux, qui commence par rapport à un événement qui se passe à Bruxelles, très violent, je pense, dans les années 2010, et où on se dit, quel lien avec le Mundaneum, Bruxelles mondiale, etc. Puis on se rend compte que finalement, le patrimoine, il est là aussi pour, quelque part, nous faire comprendre des choses, pour agir, finalement. Et donc, moi, j'ai envie de te poser la question, aujourd'hui, après ces 2 mois, plus ou moins 1 mois et demi, d'activation, de médiatisation, de communication, quelle piste, quelque part, tu entrevois pour, quelque part, essayer de faire changer les choses dans le Bruxelles ou dans la Belgique, aujourd'hui, qu'on connaît? Ouais. Quelles sont les possibilités? Mais en fait, une phrase qui m'a beaucoup frappé et beaucoup touché, c'est sur la tombe d'Othlet. Donc la tombe d'Othlet, c'est une tombe carrée qui est tout au fond du cimetière d'Etterbeek, qui, comme son nom l'indique, se trouve à Kruinem. Et cette tombe extrêmement singulière, il y a une petite phrase à droite qui dit « Il ne fut rien sinon Mundanea ». Je trouve c'est une épitaphe absolument magnifique. Et « Il ne fut rien sinon Mundanea ». Qu'est-ce que ça veut dire déjà, Mundanea? Ça veut dire l'homme du Mundaneum, ça veut dire... Bon, moi je l'interprète comme sa vie et ce projet, voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Et donc en voyant ça, je me suis dit, mais moi je voulais essayer d'être le plus fidèle possible à la démarche. Et donc je me suis dit, ça voudrait dire quoi être mundanéen aujourd'hui? En fait, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Et tu citais en exergue connais-toi toi-même, connais ta cité, connais le monde. Je me suis dit, cette histoire m'a appris sur moi-même et sur ma cité, mais donc qu'est-ce qu'on en fait après? Qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? Et oui, ça m'a donné envie la fin est plus un manifeste à la fois sur des aspects technologiques et des aspects de Bruxelles, de se dire, on a ces exemples de personnes qui ont rêvé grand, qui avaient de l'ambition. Comment est-ce qu'on peut réhabiliter ça? Et pour moi, je pense que ça passe par le fait aussi de parler de cette histoire. Et donc oui, les 2 derniers mois, ça a été beaucoup de discussions pour parler de cette histoire. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai reçu énormément de messages de gens qui, après l'avoir lu, me disent « Ah, mais c'est fou, je n'aurais jamais imaginé que ça s'était passé là. Mm-hmm. » Et je pense que ça me rend très heureux parce que je crois que c'est précisément en créant cette proximité qu'on peut du coup s'approprier cette histoire et du coup en faire quelque chose qui sera différent. Des artistes peuvent en faire quelque chose, des scientifiques, des architectes. C'était un projet universaliste. Donc par définition, un projet universaliste, il y a des portes d'entrée de tous les côtés. Ce qui est aussi très difficile d'ailleurs. C'était vraiment une de mes hantises. Je me suis dit, je pourrais me perdre dans cette masse d'informations. Il est écrit tellement et tellement. Mais c'est aussi la beauté de ce projet, c'est que du coup, il y a plein de portes d'entrée. Qu'on soit architecte, qu'on soit entrepreneur dans la technologie, qu'on soit fan de jardin, il y a plein de possibilités. De la connaissance. Ouais.
voilà, celle qui nous environne ici, avec toutes les portes d'entrée, les petits tiroirs et la classification décimale universelle. Et c'est vrai que, voilà, ça c'est vraiment, quelque part, ce message-là, il tombe à point, puisqu'on va avoir aussi la présidence belge de l'Union européenne qui commence en janvier. Enfin, c'est vraiment le moment, et puis c'est une année d'élection l'année prochaine, donc c'est vraiment le moment de revenir finalement avec ce plaidoyer, avec ces grandes idées du passé, mais qui ont vraiment une modernité chevillée au corps, et de pouvoir vraiment pour les propulser, pour les diffuser au plus large, et espérer que effectivement ça ce soit du fuel pour l'action, pour vraiment une prise de conscience, de la fierté, mais aussi de la concrétisation de grands projets comme ils ont pu réaliser, même si effectivement il y a eu une période d'oubli. On a brassé beaucoup de thématiques. Je pense que j'avais fait une petite moi j'aime toujours bien très structuré, alors point 1, point 2, point 3, puis on est parti un peu dans beaucoup de directions. Je vois le chrono qui avance, et je pense que ce serait peut-être sympa si vous aviez peut-être l'une ou l'autre question, observation, peut-être vous auriez envie de partager. Profitez aussi que Laurent est parmi nous, c'est pas ça, hein, Bruxelles-Mons, c'est pas très très loin, mais profitez du cadre privilégié de la soirée pour éventuellement poser une question. Chiara? Oui, je pense qu'il y a un micro qui circule. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous intitulez votre livre Bruxelles mondiale, et vous, à juste titre, vous soulignez combien Bruxelles, au début du XXe siècle, était dynamique, entrepreneuriale, dans de nombreux domaines. Faut-il entendre que l'autre grande capitale francophone, Paris, avait un déficit d'entreprise, un déficit d'idées, pour que Bruxelles puisse avoir ce luxe et ce privilège d'être importante? Et alors, deuxième question, qui concerne l'actualité, on a lu dans la presse hier ou avant-hier que Paul Dujardin, qui était chargé du renouveau du cinquantenaire, a été démissionné. Y avait-il dans le projet, ou y a-t-il encore dans le projet, une valorisation du Mundaneum à travers le renouveau du cinquantenaire? Bien, je vais répondre le plus ouvertement possible aux deux questions. Alors, d'abord la première, je crois que ce que Bruxelles avait déjà à la fin du 19e siècle et que la ville a toujours, c'est que c'est un lieu d'authentique liberté. Et je pense que quelqu'un comme Paul Otlet, qui est peut-être un homme un peu en dehors des cases, il n'était pas il a commencé ses études à l'UCL, il est passé à l'ULB, Henri Lafontaine était franc-maçon, mais Paul Otlet venait plutôt d'une famille à l'origine catholique, etc. Donc il était un peu en dehors et je pense que déjà à cette époque-là, Bruxelles accueillait beaucoup de Parisiens ou de Français qui y trouvaient un espace de liberté qu'on ne trouvait pas nécessairement à Paris. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Si vous prenez la création artistique, on a énormément d'artistes bruxellois en fait qui percent en France après, et je crois que c'est peut-être parce que il y a moins de pression au conformisme que ce qu'on peut avoir à Paris. Et je crois que cet aspect moi ça me frappe beaucoup. Bruxelles aujourd'hui est une ville avec énormément d'habitants qui sont là depuis peu de temps, et beaucoup sont venus avec l'ambition de vivre mieux que leurs parents. Et donc cet aspect entrepreneurial, moi je le retrouve beaucoup à Bicentral ou à d'autres endroits, c'est qu'il y a cette envie de faire mieux, de s'émanciper, parce que finalement le Palais mondial c'était aussi une grande machine à émanciper. Donc je crois qu'il y a des éléments qui étaient là. Par rapport au projet du cinquantenaire, donc moi j'ai été dans le groupe de travail qui avait été mis en place par le secrétaire d'État Thomas Dermine pour réfléchir au futur du cinquantenaire. En fait, c'est en participant à ce groupe de travail que je suis vraiment rentré dans ce projet. C'est aussi ça qui m'a donné envie d'approfondir cette histoire du Palais mondial. Et moi, c'est pas un secret, moi j'ai plaidé pour que cet aspect de tout ce qui s'est passé autour du Palais mondial au cinquantenaire, pour que ce soit remis en évidence. Puisqu'il n'y a rien aujourd'hui. Bon, je suis pas certain que c'était l'optique que souhaitait prendre Paul Dujardin, mais voilà, là il n'est plus là, donc on verra bien ce que fera l'équipe qui le remplacera. Mais je pense que le projet
de transformation du cinquantenaire, qui est un projet avec des investissements importants, puis une symbolique importante, parce que c'est pour porter le bicentenaire de la Belgique. J'espère qu'on remettra en avant dans ce cadre-là le Palais mondial. Et oui, mon livre est un plaidoyer pour que le cinquantenaire se réapproprie ce projet qui a été mis dehors par les Allemands en 1941. Mais l'un des derniers actes que Paul Hotelet a posé dans sa vie, c'est d'aller mettre un écriteau pour se réapproprier le cinquantenaire. Donc j'espère que 80-90 ans plus tard, effectivement, on mettra au moins une petite plaquette pour dire que le Palais mondial a occupé ces espaces, ou qu'on se le réapproprie d'une manière ou d'une autre dans cet endroit. Parce que je crois que c'est vraiment une histoire importante et qui est aujourd'hui tout à fait oblitérée à cet endroit. Oui, je pense qu'il y avait une question chez monsieur, puis madame à côté. Oui. Oui, vous avez en partie répondu à ma question dans votre première réponse. Je n'ai pas encore lu votre livre, mais j'imagine que vous avez analysé dans votre ouvrage, puisque vous parlez de Bruxelles mondiale, les interactions entre les personnages de l'époque et le bouillonnement qu'il y avait à l'époque. Pas 10 années près ou 20 années près, mais la Belgique était la deuxième puissance industrielle mondiale. Après l'Angleterre, il y avait des familles d'inventeurs, de découvreurs, comme les familles Solvay, qui n'étaient pas juste des entrepreneurs et des faiseurs d'argent, mais aussi des intellectuels et des humanistes. J'imagine que quelque part, vous avez pu analyser les interactions entre tous ces gens-là. Il y avait des congrès de physique avec Einstein, Curie, etc. Donc, la Belgique et Bruxelles étaient mondiales. Et donc, quelles ont pu être les interactions entre ces gens-là? À quel point Hotelet a été influencé, baigné par ces mouvements-là, et à quel point il a influencé tous ces gens-là aussi. J'imagine que vous avez traité cet aspect-là. Oui, et ça fait partie d'un contexte. Et moi, du coup, je suis arrivé à la conviction que probablement qu'un projet comme celui-là n'aurait pas pu voir le jour ailleurs qu'à Bruxelles. À ce moment-là, ça explique pourquoi ce projet a eu lieu à Bruxelles et pas, je sais pas, à Paris ou à d'autres endroits. Pour moi, c'est pas un hasard. Et de l'autre côté, c'est aussi parce qu'on a eu des projets comme celui-là que Bruxelles est devenue ce qu'elle est. C'est un des projets qui a fait cette ville, mais qui est beaucoup moins connu que, par exemple, les congrès de physique. Moi, j'étais à l'école au lycée Jacquemin, dans le parc Léopold, où il y avait les congrès de physique. Donc, oui, les photos des congrès de physique, ça, tous les élèves, tous les petits Bruxellois, ils les ont vus, en tout cas ceux qui vont dans les écoles de la ville de Bruxelles, on nous racontait ces histoires-là. Mais par contre, le Mundaneum, qui était à l'autre bout du parc et où aujourd'hui l'école a un bâtiment, cette histoire-là était tout à fait méconnue. Et donc, c'est pour ça que moi, quelque part, j'ai pris ce projet comme porte d'entrée pour une réflexion à la fois sur ce que la ville était à l'époque et puis ce qu'on a envie d'en faire demain. Merci. Je suis émue quand même parce que votre projet a débuté avec votre arrière-grand-père. Et surtout, ne jamais oublier ses origines. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait une question peut-être ici avant. Oui, passe. Oui. Alors ici, après Madame Anvers, Sandra. Moi, je voudrais vous parler plutôt de l'intelligence artificielle. Dans beaucoup de professions, on est très emballé et très apeuré, notamment ma voisine et moi en médecine. Alors, j'ai lu des critiques récentes en disant que l'Europe, justement, à propos des réunions sur l'intelligence artificielle, était surtout en train de piétiner sur tous les barrages pour protéger au niveau de l'éthique, alors qu'à Singapour, ils l'utilisent déjà. Et je voudrais connaître votre opinion. Ils disent que l'intelligence artificielle, pour la maîtriser, il faut s'y mettre à fond. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors, on peut faire toute une soirée sur les questions d'intelligence artificielle. Peut-être 2-3 choses. D'abord,
je pense que c'est un terme qui est extrêmement mal choisi. Ce ne sont pas des intelligences, ce dont on parle, ce sont des artifices d'intelligence. Une intelligence, c'est organique. Et en tout cas, il y avait le grand débat en philo entre Descartes et Spinoza. Mais les neurosciences contemporaines ont montré que dans ce débat-là, c'est plutôt du côté de Spinoza qu'il faut regarder, que donc une intelligence est liée à un processus organique. Et donc, notre intelligence humaine, par définition, ne peut pas être artificielle, parce que c'est pas que votre cerveau, c'est tout votre corps. En fait, c'est une expérience corporelle. Donc, ce sont des dispositifs qui font comme s'ils étaient intelligents, mais qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, si vous prenez ChatGPT, c'est un outil intéressant, mais à proprement parler, ce n'est pas une intelligence, c'est un outil de statistique qui utilise la première source de données de ChatGPT, c'est Wikipédia. Et pour moi, s'il y a un projet aujourd'hui qui est dans la lignée du Palais mondial, c'est Wikipédia. Et donc, qu'est-ce que c'est ChatGPT aujourd'hui essentiellement? C'est Wikipédia on steroids, c'est-à-dire qu'on a mis une puissance de calcul et on a mis un modèle statistique et d'apprentissage neurolinguistique qui fait que, en gros, c'est tout le contenu de Wikipédia qu'on vous met de manière conversationnelle, comme si c'était... il y a plus que le contenu Wikipédia, mais Hugues Bersini a fait un super article dans Le Monde où il montre que de loin, la première source, c'est Wikipédia. Donc, aujourd'hui, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Ce n'est jamais qu'un dispositif qui s'appuie sur les 60 et quelques millions de contributions d'humains autour de Wikipédia. Donc, et donc, par rapport à ça et par rapport à votre question, autour de l'éthique, c'est extrêmement compliqué hein, aujourd'hui parce que l'éthique en elle-même est très compliquée. Est-ce qu'on parle d'une éthique de responsabilité ou d'une éthique de principe et de précaution? Il y a énormément de débats sur ces questions, donc c'est des sujets qui ne sont pas évidents. En particulier pour les questions médicales, parce qu'il y a à la fois des avantages et toute une série de garde-fous à mettre en place. Et donc, à mon sens, là-dessus, c'est vraiment des sujets qui doivent être des sujets de société. À quoi a-t-on envie d'utiliser ces technologies? Est-ce que c'est pour améliorer la détection des mélanomes, par exemple, où là, les artifices d'intelligence sont très bons pour ce genre de choses. Mais il y a tout un débat, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser des agents conversationnels pour des thérapies psychologiques? Sujet extrêmement compliqué. Et certains psychologues vous diront, mais oui, en fait, ça peut être une bonne idée. Ça, pour moi, c'est vraiment le genre de sujet qui sont des vrais débats de société aujourd'hui, et où nous sommes en démocratie, donc c'est vraiment une question démocratique, on doit en débattre et voir quel est le consensus social entre les différents bénéfices et les différents dangers, et où est-ce qu'on place ce curseur. Sandra? Oui. Moi, honnêtement, ça m'a passionnée. J'ai pas encore lu le livre, mais je trouve ça interpellant parce que je suis originaire de Mons, de la région, et finalement, il a fallu tant d'années et aller si loin pour redécouvrir quelque chose qui est si proche. Et du coup, ma question, c'est un peu à tous les deux. On parle de Bruxelles, on parle de mondialité, et finalement, comment c'est revenu à Mons? Alors, j'ai peut-être raté le moment où vous l'avez expliqué, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est expliqué aussi un peu dans ce parcours, mais non, ça n'a pas été dit aujourd'hui. Le Mundaneum était un peu en mauvaise posture, en tout cas à Bruxelles. Il n'était plus un centre bibliographique comme il l'avait été pendant de nombreuses années. Et donc, dans les années 80, il était dirigé par une association, l'Association des Amis du Palais Mondial, qui était une ASBL et qui avait du mal à trouver, en tout cas, sa place et trouver des locaux à Bruxelles. Donc, il y avait vraiment un nœud qui se mettait là avec tous les problèmes qui se mettaient déjà en place, en tout cas sur Bruxelles, sur la localisation du patrimoine et la sauvegarde de ce patrimoine. Alors, c'est l'œuvre de nombreuses personnes.
Et peut-être que l'une des plus connues habite rue du 11 novembre est Élodie Roupeau. Mais bien d'autres encore, je ne pourrais peut-être pas toutes les citer. Et puis il y avait aussi cette personne responsable du centre de lecture publique de la communauté française, qui s'appelle André Canon, et qui s'était pris de passion pour le Mundaneum. On dit d'ailleurs qu'il ne faisait que penser Mundaneum aussi. Et donc ces rencontres se sont faites, et il y a eu la volonté donc de sauver le Mundaneum et de venir l'installer en région montoise. Et donc il est arrivé d'abord à Couem au centre de la communauté française rue du chemin de fer, et puis il est arrivé ici à Mons avec différents épisodes de l'installation du Mundaneum ici rue de Nimy dans cet ancien magasin et cette société coopérative l'Indépendance. Donc je pense avoir répondu à la question. Parfait, merci pour l'explication. Mais juste pour compléter, je le raconte un peu dans le livre, Bruxelles a abandonné ce projet, littéralement. Il y a, en tout cas dans les responsables politiques bruxellois, il y a ce projet, on en a pas mal discuté avec Françoise Queuten aussi, ce projet a été abandonné par Bruxelles et Mons l'a sauvé. Les archives dans les années 70 se trouvaient dans des états de conservation scandaleux. À certains moments, dans des dépôts pas sécurisés, il y a eu des vols, il y a eu des inondations. Il y a un reportage de la Sonuma des années 60, quand c'était encore au parc Léopold, il pleut dans les bâtiments. Donc il y a eu un désintérêt de la part des responsables politiques bruxellois des années 70-80 par rapport à ce projet. Et le Mundaneum est devenu un centre d'archives en 1993, et je m'en voudrais de ne pas citer quand même le travail de Jean-Paul Deplus aussi. C'est pour ça que j'ai fait hop, j'ai oublié. Et donc, mais c'est vrai que du coup, ça a été l'œuvre aussi d'énormément d'autres gens qui ont soutenu de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi. Énormément aussi de personnes qui ont donné de leur temps. Et peut-être que on arrivera à peut-être bien citer toutes ces personnes à un moment donné, mais c'est vrai que du coup, c'est le patrimoine qui a importé, et ces efforts-là ont abouti, puisque finalement le Mundaneum est installé ici. C'est sous vos pieds que se trouvent les archives, dans les dépôts, et donc ça reste une aventure chaotique avec des difficultés, mais c'est plutôt comme un phénix, je trouve. Bien, voilà, le travail patrimonial est bien au rendez-vous, et on est toujours heureux de pouvoir le partager. Et souligner peut-être les reconnaissances aussi, labellisation UNESCO Mémoire du Monde pour le répertoire bibliographique universel, label patrimoine européen. Donc voilà, il y a effectivement plusieurs étapes de reconnaissance. On a parlé de la communauté scientifique mondiale, donc véritablement c'est des aspects voilà, qu'il faut toujours remettre en avant, mais qui comptent aussi pour le call to action, quoi. Donc maintenant, next step, qu'est-ce qu'on met en place? En tout cas pour une visibilité internationale. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant qu'on ne clôture la discussion? Et de toute façon, il y a un petit verre qui est prévu après, donc on pourra tout à fait Moi j'en ai une, je vais la échanger. Vas-y Stéphanie. Est-ce que les intelligences artificielles, elles pourraient faire quelque chose pour les centres d'archives ou la mémoire de Tley, monsieur Les artifices d'intelligence. Les artifices d'intelligence, on pourrait imaginer d'avoir un agent conversationnel qui parle le Hotley. C'est sur base de toutes les archives qu'il y a. Ouais. Je vais vous livrer une anecdote. À la publication du livre, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'un monsieur qui s'appelle Bernard Hotley, qui est l'arrière-petit-fils de Paul Hotley, que j'ai eu le plaisir de rencontrer après. On a passé une après-midi ensemble, et physiquement, il ressemble très fort à Paul Hotley. Donc, c'était une expérience extrêmement émouvante. Et je pense que justement, il n'y a aucune intelligence artificielle qui remplacera ce genre d'expérience-là. C'est-à-dire la transmission, parce que on peut avoir des dispositifs qui vous mettent du savoir dans la tête, mais fondamentalement, la transmission, c'est beaucoup plus que ça. C'est de donner des rêves, c'est de donner envie, c'est de donner confiance. Et aujourd'hui, il n'y a pas une machine qui donne confiance. Ce sont des humains, et
et je crois que dans le livre, j'imagine que je visite le Palais Mondial à 10 ans. C'était un dispositif comme celui-là qui, en parallèle de l'école, ou si on allait avec l'école, pouvait donner cette envie, pouvait donner confiance. Faut s'imaginer, à l'ouverture du Palais Mondial, l'instruction publique vient d'être obligatoire. Donc c'était ce genre de dispositif qui permettait, j'imagine, à plein de jeunes enfants de se dire qu'est-ce qu'ils allaient faire dans la vie, qu'est-ce qui les intéressait. Il y avait toute une salle avec des téléphones et tout ça était nouveau. J'imagine que les geeks de l'époque, ça devait leur parler. Et ça, précisément, cette transmission de passion, je ne crois pas qu'une machine n'en soit capable. Espérons-le. Garder cette spécificité humaine. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ici et vraiment te dire un grand merci, Laurent, pour ce moment partagé, pour Bruxelles Mondial, qu'on vous encourage du coup à lire. Et on vous invite alors à continuer autour d'un petit verre de manière très conviviale, comme on sait le faire à Mons, on sait le faire à Bruxelles aussi. Mais en tout cas, ici, on est à Mons. Donc voilà, merci pour votre participation et on peut t'applaudir vraiment. Merci beaucoup, merci à vous.